Pour le premier talk de notre série consacrée aux enjeux du futur, on démarre avec une question complexe. Comment prouverons-nous demain, à l'ère de l'IA et des deepfakes, que nous sommes humains? C'est tout l'enjeu du projet World ID, lancé notamment par Sam Altman, le patron d'OpenAI, un système d'identité numérique globale basé sur la reconnaissance biométrique de l'iris et adossé à la crypto-monnaie WorldCoin. L'objectif, fournir à chacun le moyen de prouver son identité sans avoir besoin de fournir son nom, son adresse ou ses papiers. Mais ce projet soulève également de nombreuses interrogations. Pour en parler, nous recevons Gilles Casteran, président et cofondateur de Memority, une entreprise française spécialisée dans la gestion des identités et des accès numériques. Bonjour Gilles, merci d'être parmi nous. Bonjour. Vous avez par ailleurs récemment annoncé une levée de fonds de 13 millions d'euros, c'est ça? Exactement. Félicitations. Merci. À côté de vous, Philippe Rodriguez, vous êtes managing partner chez Avolta, donc banquier d'affaires spécialisé sur les sujets crypto et blockchain. Et vous êtes notamment l'auteur de l'ouvrage La Révolution Blockchain, qui est paru en 2017 aux éditions Duno. Alors, je le disais en introduction, l'un des projets les plus emblématiques d'identité biométrique est aujourd'hui porté par Tools for Humanity, donc c'est l'entreprise cofondée par Sam Altman. Philippe Rodriguez, est-ce que vous pouvez nous détailler en quoi consiste ce projet et quels sont ses objectifs? Son objectif, c'est de créer une identité globale au sens qui dépasse les nations, qui dépasse aussi le rôle régalien en fait des États pour définir une identité. Et pour ce faire, comme vous l'expliquiez, ils utilisent en fait une vérification par un scan de l'iris. Ça permet de créer un portefeuille crypto qui permet d'obtenir une signature sur le passeport ID en quelque sorte de ce nom. Donc en fait, on s'identifie avec un dispositif, c'est ça, dispositif Orb, qui va scanner du coup notre iris et qui permet en fait d'avoir une identification unique de chaque être humain. D'accord. Et donc s'assurer en fait qu'on est bien cette personne-là, avec les principes que vous avez évoqués, qui est que on va pouvoir utiliser des processus de zero knowledge qui permettent en fait de ne pas dévoiler la totalité des informations, tout en dévoilant une des informations, comme par exemple l'âge ou la nationalité ou simplement le fait d'être un humain et non pas un robot. On reviendra sur cette question-là. Voilà. Et donc, en fait, Gilles, ce projet, il redéfinit un peu la notion d'identité. Parce qu'on parle d'identité numérique, on parle d'identité humaine, mais là, si je comprends bien, c'est un autre type d'identité. Est-ce que déjà, vous pouvez nous définir un peu ce qu'on entend par identité numérique? Oui, alors c'est évidemment, l'identité numérique, c'est un vaste sujet. Ouais. Et d'ailleurs, il y a toujours des interprétations différentes du sujet. Hein. Mais là, on est sur la partie vérification formelle d'une identité. Mais ce n'est pas que ça, l'identité. Ouais. Et d'ailleurs, il y a plein d'initiatives dans ce sens-là, il y en aura plein. Et d'ailleurs, dans le monde digital, on a plusieurs identités numériques. On a aussi une prolifération des moyens d'authentification. Et donc, la question, nous, en tout cas, à laquelle on veut répondre, c'est l'automatisation et l'orchestration de toute cette complexité. Alors, c'est une initiative parmi d'autres. D'ailleurs, on peut voir qu'elle est... Là, on parle d'identité numérique, mais elle est liée aussi à des services. Donc, on mélange souvent les deux. Hein. Et donc, la question se pose, la vraie question, me semble-t-il, c'est le moyen de s'identifier, les moyens de s'authentifier et les droits associés. Parce que là, on en reparlera, parce que là, on se pose la question que sur la validation d'une identité humaine, mais il n'y a pas que l'identité humaine qu'il faut aussi valider. Et est-ce que c'est un modèle, le projet World, est-ce qu'il est disponible aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, on peut l'utiliser en France ou dans d'autres pays? Alors, l'application est disponible dans le monde entier. La vérification de l'identité n'est pas disponible dans tous les pays. Notamment, la France a demandé, notamment la CNIL, qu'on ne l'utilise pas pour l'instant. Donc, il y a aujourd'hui 30 millions de passeports qui ont été créés, mais seulement 13 ou 15 millions ont été vérifiés à ce stade. Mais donc, on peut chiffrer quand même le nombre d'utilisateurs Oui, on le retrouve sur l'application d'ailleurs World. On a ces chiffres-là tout à fait précis. Ce qui est assez... c'est une belle traction, on peut dire, notamment par rapport aux autres systèmes qui existaient d'identification globale par des blockchains ou par des processus de type ZK. Et il faut dire aussi que c'est très loin de l'objectif que s'était fixé Sam Altman, qui était d'arriver le projet il a été initialement à un milliard d'utilisateurs. Donc on est très loin. Il a été initialement lancé en 2019, c'est ça? C'est ça. Et donc il a évolué depuis, ouais. Mais normalement, on devrait arriver à 30 millions d'utilisateurs certifiés d'ici la fin de l'année, notamment parce qu'il y a eu des investissements assez forts qui ont été faits pour pouvoir racheter des orbes. Il y en a 10 000 qui vont être distribués, principalement sur le territoire nord-américain, en Amérique du Sud et en Asie.
sur 7500 points de vérification. Mais quel est le modèle économique d'un tel projet? Combien ça coûte en fait ce type d'infrastructure? Parce que c'est quand même assez novateur. L'infrastructure, pour les 10 000 orbes, les 7500 points, va coûter dans les 150 millions de dollars. D'accord. C'est ce qui est annoncé notamment par l'investissement qui a été fait par Andreessen Horowitz. Mais au-delà de ça, le modèle, puisque vous parlez de modèle économique, en fait, c'est un modèle dans lequel, comme vous l'expliquez de façon très juste d'ailleurs, il ne s'agit pas simplement d'obtenir une identité, mais d'offrir des services aussi d'identité. Et les services d'identité, notamment en utilisant les API de World, vont être facturés à partir du 3e trimestre de 2025 et qui vont nous donner normalement de nouveaux revenus en fait à l'entreprise. Et donc si on parle, je vais vous donner la parole juste après Gilles, sur l'aspect crypto-monnaie, quelle est la spécificité justement du jeton WorldCoin? Comment c'est lié à la reconnaissance biométrique? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point là-dessus aussi? Oui, le coin a pour but de faire vivre la blockchain WorldChain, qui est une surcouche en fait d'Ethereum, on dit un layer 2. C'est basé sur l'Ethereum. Donc c'est basé sur Ethereum, et c'est un layer 2 d'Ethereum. D'accord. Et donc ce jeton en fait a pour but de pouvoir financer le paiement des transactions, donc ce qu'on appelle le gaz dans la terminologie blockchain. Et donc son but en fait est de s'assurer en fait qu'une valeur soit associée en fait à cette blockchain et qu'elle représente aussi la valeur de cette blockchain. Et est-ce que c'est une crypto-monnaie qui est particulièrement volatile? Est-ce qu'aujourd'hui on peut l'estimer? À combien aujourd'hui, vous savez ou... Oui, comme toute crypto-monnaie ou digital asset, elle doit être volatile. Sa volatilité va être surtout entraînée par le fait qu'un certain nombre de possesseurs en fait de ce coin on va avoir la possibilité de les vendre prochainement par petites tranches. Donc c'est le phénomène de token économie. Et à ce moment-là, ça crée une pression en fait sur la vente. Il pourrait y avoir des baisses de prix et en fonction aussi de l'intérêt par les développeurs qui eux-mêmes ont besoin de ce coin pour pouvoir faire des transactions et notamment payer les API, on va avoir une pression à l'achat. Et dans cet équilibre-là, c'est cet équilibre qui crée en fait la valeur du coin. Voilà, en quelques mots, expliquer la token économie du World. Gilles, je ne sais pas si vous vouliez réagir là-dessus sur l'aspect crypto-monnaie. Non, mais simplement le modèle, mais vous l'avez très bien expliqué, le modèle économique, c'est toujours intéressant, mais on raccroche le principe d'une identité vérifiée avec plein de services derrière. Ouais. En plus, là, on est avec de la crypto-monnaie, donc on voit très très bien le modèle. Donc en fait, c'est un mélange des genres. Et selon vous, du coup, c'est quoi vraiment l'idée de Sam Altman derrière ce projet? Qu'est-ce qu'il cherche à résoudre? Celui qui maîtrise l'identité numérique d'une population importante va pouvoir générer les services derrière. C'est pour ça qu'en fait, la réalité de ce qu'on voit, et l'expérience nous montre, c'est qu'il n'y a pas forcément de lien très très fort entre le niveau de vérification de l'identité et la confiance qu'on génère. Par exemple, on peut avoir confiance, même faire des transactions ensemble, on n'a jamais vérifié notre vraie identité numérique. C'est le principe de la blockchain d'ailleurs. Et voilà, on va faire des transactions entre deux personnes qui se connaissent. Exactement, donc il n'y a pas un lien direct en ça. L'autre point, il existe déjà plein de façons de vérifier son identité. Alors on a déjà fait du KYC, ce qu'on appelle du KYC auprès de notre banque. Donc dans notre téléphone, il y a déjà une partie des choses qui sont vérifiées. L'État le fait, il y a une identité numérique qui arrive un peu partout. Donc la vraie question, c'est comment on garantit une vraie indépendance, aussi bien pour les utilisateurs que pour les organisations, les États, sur cette orchestration et cette automatisation de tout ça. Parce que comme on raccroche les services, et c'est un bon exemple, là on voit que le modèle économique derrière, et vous l'avez très bien dit, ce sont les services. Par ailleurs, moi je m'interroge, mais pour des spécialistes de l'IA, envisager que je vais m'intéresser à l'identité humaine, alors que avec l'arrivée des agents autonomes, j'ai envie de dire... C'est plutôt paradoxal en fait. Ouais, mais j'ai envie de déléguer à une IA, organise-moi mes vacances, et là, dans ces cas-là, il faut que j'aille capable de lui céder, lui donner une identité, lui donner un périmètre de droit d'usage que j'accepte, et finalement, elle me représente dans des transactions. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué finalement que l'identité humaine, le sujet qu'on aura à traiter demain. Je pense en fait que sur l'usage par rapport à l'IA, il s'agit surtout de combattre en fait les méfaits de l'IA. Et s'assurer en fait que lorsqu'un message par exemple est posté sur un réseau social, il soit effectivement émis par un être humain parce qu'il est capable de faire son proof of humanity. Donc il est capable en fait de prouver non pas
non pas son identité, mais simplement le fait que c'est un être humain et que ce n'est pas une intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle n'aura pas d'iris pour pouvoir obtenir son World ID. Mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal alors qu'on a quand même un développement de l'IA agentique? On tend vers ça. Non. Et donc là, en fait, c'est comme si on voulait redonner. C'est pas paradoxal, c'est simplement que quand je travaille avec un agent, je veux savoir que c'est un agent, que c'est un être humain, je veux savoir que c'est un être humain. La question, en fait, est beaucoup plus de savoir, et notamment avec et effectivement la croissance des fake news, par exemple, de savoir en fait qui a produit quoi et quelles sont en fait les interactions humaines qu'il y a eu avec le contenu qui est produit. On n'a pas évoqué non plus un dernier point, en fait, qui était aussi le revenu universel, qui était un point important aussi associé à ça, mais qui est une sorte de... Pour l'instant, allez-y si vous voulez nous développer rapidement. C'est le volet social du sujet, c'est ça. Mais pour compléter, moi, en tout cas nous, ce qui me paraît important, en tout cas de notre point de vue et les convictions qu'on porte, c'est que il faut associer le périmètre d'usage à chaque fois qu'on propose des accès. La question, me semble-t-il, c'est pas qu'elle soit humain ou non humain. C'est est-ce que l'agent ou l'humain qui intervient a vraiment les droits et les habilitations à faire l'action qu'il va prendre, à la transaction et interagir. Et c'est pour ça que nous, on focalise beaucoup sur la partie qui est le management des accès et des identités associées d'eux, et qu'elles soient humaines ou non humaines. Il me semble que le cœur du sujet, et voire même l'indépendance pour les organisations en tant que pilier de vision d'architecture des systèmes d'information, mais même pour les États, devrait s'intéresser vraiment à cette orchestration-là, parce qu'on verra prolifération de types de projets comme ça, et c'est à l'utilisateur de choisir en fait. Il choisit quelle identité, voilà. Selon vous, du coup, on tend pas vers en fait prouver son humanité et son identité, ça va pas devenir un acte courant à l'avenir. Vous pensez qu'il y a... Non, sauf pour peut-être ce processus-là très précis. Moi, je pense que oui, pour le coup. Je pense en fait qu'il y a une problématique aval et une problématique amont. La problématique qui est en aval de ça, c'est la proof of humanity, et c'est la capacité à pouvoir déterminer en fait l'identité en dehors d'un espace régalien. Et ensuite, et je suis tout à fait d'accord avec vous, et évidemment, plus en aval, on va trouver en fait l'ensemble de ces services et qui ont besoin d'être orchestrés, dans lesquels on a besoin de donner des droits et qui pourront tout à fait fonctionner avec des systèmes de type World ID, puisque derrière en fait ce passeport d'identité, on peut associer à la fois des droits, associer en fait des autorisations, définir des droits. Donc, mais je pense en fait que c'est pas le même niveau c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Voilà ce que je veux dire. Bien sûr, tout à fait. C'est sur des process, c'est très important de valider humain par humain, et c'est très clair, notamment dans le cas. Mais ça va au-delà en fait. Le vrai sujet à traiter va au-delà de celui-là. Pour les entreprises. Je pense que pour les sociétés, le vrai sujet à traiter, ça va être prochainement en fait plutôt la lutte contre les fake news, dans l'utilisation en fait ce que ce projet ne permet pas. Ce que ce projet va permettre. Va permettre vraiment. Okay. Ouais. Et c'est pas étonnant que ce soit Sam Altman qui soit derrière, parce qu'en fait, il veut probablement connecter ensuite ChatGPT avec World ID et faire en fait qu'il y ait un processus. Et justement, quelles sont selon vous les perspectives d'adoption de ce projet? Est-ce que vous pensez qu'il va grandir suffisamment? Est-ce que vous pensez que à travers le monde, ça va devenir quelque chose, ou ça va être suffisamment freiné par des réglementations? Comment vous percevez ça? Je pense en fait que il y a tout un écosystème d'acteurs dans ces domaines qui ont besoin en fait de cette identification non régalienne de l'identité. Donc je prends par exemple le cas de Morpho qui fait du prêt en Decentralized Finance. Ils ont besoin de ça, en fait, c'est un besoin, c'est un pain point pour eux. On voit d'ailleurs qu'il y a des cas d'usage international. Par exemple, au Japon, c'est ça, pour le secteur des rencontres en ligne. Tinder voudrait tester du coup l'intégration de l'identité World dans son application. Ils ont démarré. Ils ont démarré ce test et ça permet en fait sans dévoiler l'identité de la personne, de s'assurer en fait qu'elle soit majeure, par exemple. Et est-ce que du coup c'est obligatoire pour accéder à la plateforme? Non, je pense pas. Je pense que c'est une certification supplémentaire. C'est un service en fait. C'est un service supplémentaire qui peut être accordé et qui donne un petit peu plus de crédit en fait au profil. Donc on est vraiment sur un. Et lorsqu'on parle évidemment de KYC, on parle aussi d'inclusion financière, des endroits dans lesquels il est difficile en fait de faire les KYC et de pouvoir diminuer le coût de ces KYC, c'est un vrai problème en fait pour l'ensemble de l'industrie financière, pas seulement pour les banques, mais également pour les organisations qui font de la decentralized finance et faire descendre ces coûts de KYC. Certains analystes ont estimé en fait qu'on allait faire baisser de 60% en fait les KYC grâce en fait à l'utilisation de systèmes de type World ID, mais pas seulement pour pouvoir permettre d'homogénéiser en fait nos KYC.
Pour compléter, oui, évidemment, je pense qu'on va avoir beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Et je partage, en fait, et justement, ce qui est très très bien, et je partage ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas que l'identité régalienne. Dès qu'on parle ici, on s'est focalisé là-dessus, mais il n'y a pas que celle-là, et il y en a plein d'autres. Et ce que je disais, il y a un projet Biconnect qui est lancé par les 5 grandes banques françaises, et on va utiliser en fait la moyen. Donc on a déjà fait le KYC sur la banque, l'utiliser dans le monde du commerce. Donc c'est aussi une des voies. Voilà, il y a des voies, il y a d'autres voies qui vont arriver. Et l'autre point, c'est qu'il faut le faire aussi dans des contextes. On n'est pas toujours en col blanc avec un ordinateur. Donc dans la vie de tous les jours, alors que ça soit les workers, mais aussi en tant que consommateur, on doit pouvoir s'authentifier très rapidement, s'identifier en fonction de la transaction qu'on a à faire. Et le sujet, c'est bien ça, c'est la contextualisation et la sécurité associée à une excellente expérience utilisateur qui fait que ça va fonctionner. Bien sûr. Et plus largement, comment vous envisagez du coup l'évolution de l'identité numérique, si je peux dire, plus largement dans les prochaines années? Est-ce que vous avez repéré d'autres projets de ce type, d'autres concurrents potentiels, ou selon vous, c'est vraiment un autre modèle? Enfin, il faut envisager vraiment... Je pense qu'il y aura plein de modèles qui existent. Alors, on va parler des wallets. Il y a des initiatives de wallets partout. Il y aura donc il va y avoir plein d'initiatives. Moi, je trouve ça assez intéressant parce que ça ramène le choix à l'utilisateur de choisir et d'apporter sa propre façon dont il va s'identifier. Et donc, ça laisse une vraie liberté demain. Alors, vous avez bien vu, mon propos, il est quand même très focalisé sur l'après. C'est comment on manage tout ça. Et pour que ça soit interopérable, que ça puisse fonctionner et qu'on puisse garantir, nous, en tout cas en Europe, que ces principes respectent nos modèles économiques, nos valeurs, etc. Il va falloir qu'on soit très très fort et très vigilant sur la partie management de tout ça. Voilà, nous on est très engagés sur faire naître un leader européen sur le concept de l'identity factory, qui est juste après ça, ce qu'on développe, et on est très engagés sur ce point-là parce que ça nous paraît essentiel aussi bien pour les organisations, pour les citoyens, mais aussi pour les États. Merci à tous les deux pour ce débat passionnant. On aurait eu encore plein de choses à dire, mais le temps est compté. Merci Gilles Castoran. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de Memority. Merci d'avoir été avec nous. Et Philippe Rodriguez, dirigeant, managing partner d'Avolta. Merci. Merci à tous les deux et merci à tous d'avoir suivi. C'était Smart Tech.